was already a dream to be selected in competition. Je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Le piano de Jane Campion. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres. And this was beyond my imagination, so thank you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode spécial Cannes de Sorociné, une série d'épisodes spéciaux où on vous embarque avec nous au Festival de Cannes pour découvrir en direct nos avis, nos coups de cœur et nos coups de gueule et notre quotidien dans le plus grand festival de cinéma. Je suis Marianne Agier et je vous parle en direct du festival qui a démarré depuis 3 jours où on fait actuellement le plein de films en tout genre. Pour rappel, Cannes, c'est d'abord une sélection officielle avec d'une part les films en compétition qui concourent pour la Palme d'Or, d'autre part la sélection Un certain regard qui fait la part belle aux premiers films et aux cinéastes émergents, Cannes Classique qui met à l'honneur le cinéma de patrimoine ou de matrimoine et les films restaurés, mais aussi les films en compétition en tout genre, séance de minuit, séance spéciale, Cannes première, bref, la sélection officielle c'est déjà un très gros morceau auquel s'ajoutent les sélections parallèles, la quinzaine des cinéastes, la semaine de la critique qui est spécialisée dans les premiers films et les deuxièmes films de cinéastes, et la CID qui est l'acronyme de l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Le Festival de Cannes, c'est donc un peu plus d'une centaine de longs métrages en tout, sans parler des courts métrages, qui sont répartis sur une dizaine de jours. Alors pour se frayer un chemin dans cette multitude, on s'est répartis au sein de ces différentes sélections pour vous faire le point. Et on commence déjà avec le film qui a ouvert cette 79e sélection, La Vénus électrique de Pierre Salvadori. Une ouverture so French avec un film qui se passe dans le Paris de la Belle Époque, qui est sorti en salle en même temps que sa projection au festival. Et on est nombreux à l'avoir vu et avoir été assez mitigés. Alors personnellement, j'aime bien le cinéma de Pierre Salvadori, j'avais adoré son film En Liberté qui était sorti en 2018 et j'avais donc pas mal d'attentes sur ce nouveau film. Et même si j'ai trouvé que Salvadori gardait toujours aussi bien son goût pour le burlesque dans un Paris plutôt loufoque, un peu en carton-pâte et avec des acteurs qui jouent sur un jeu très anachronique, j'ai été assez déçue par sa manière d'écrire ses personnages où les relations semblent assez artificielles, voire un peu cliché, par exemple pour le personnage d'Anaïs de Moustier. Et j'ai d'ailleurs croisé Margot Barallon, qui a bien voulu nous en dire, elle aussi, quelques mots. Eh bien, le Pierre Salvadori, ma foi, j'ai pas trouvé que c'était un film d'ouverture honteux. Je peux pas dire non plus que ce soit un film qui m'ait pleinement convaincue. Peut-être aussi parce que j'adore vraiment le travail de Pierre Salvadori d'habitude, et je trouve que là, il est un petit peu en dessous. Donc l'histoire, c'est celle d'un peintre qui perd l'inspiration depuis qu'il a perdu sa femme, et en fait il va tomber sur une femme dans une foire qui se fait passer pour une voyante alors qu'elle ne l'est pas du tout, et qui va lui permettre, même si c'est faux, on le comprend bien, de communiquer avec sa femme disparue. Alors on retrouve vraiment dans le film un petit peu toutes les thématiques que Pierre Salvadori adore, qui tournent autour du mensonge, des faux semblants, et puis finalement de qu'est-ce qui est plus beau, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est ce qui est faux. C'était déjà notamment ce qu'il y avait dans le film En Liberté que j'avais adoré. Ce que j'aime toujours chez lui, c'est vraiment la grâce, l'élégance de sa mise en scène, notamment le sens des détails. Il a un sens parfois pour, notamment là, je trouve dans les scènes érotiques, pour suggérer l'érotisme qui est assez dingue. Il y a une scène où un personnage incarné par Gilles Lelouch porte une serviette à carreaux autour du cou, se lève, s'en va, et en fait il drop la serviette, mais tout ça n'est pas montré, c'est vraiment suggéré à chaque fois. Vraiment dans la mise en scène, je trouve qu'il y a plein de très très bonnes idées. En revanche, j'ai un problème avec le rythme du film. Je trouve que déjà, après vraiment les toutes premières scènes, la mise en place prend énormément de temps. Je trouve qu'il y a un problème de casting et de jeu d'acteurs et d'actrices. Je ne sais pas si c'est la direction ou si ça manque d'alchimie entre les gens, mais le fait est qu'à la fin, ça manque d'alchimie et ils ne sont pas très bien dirigés. Et ça, je trouve ça dommage quand on a un casting pareil. Je trouve ça dommage en fait de le gâcher comme ça. Moi j'ai vraiment du mal à croire à une alchimie entre le personnage de Vilma Laponce et celui de Gilles Lelouch par exemple. Donc là voilà, je suis un peu plus partagée là-dessus. Après ça reste assez divertissant et il y a toujours aussi des éclats dans les dialogues. Mais encore une fois, en fait, Salvadori, je trouve que c'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien ses dialogues. Il y a beaucoup de poésie dans les dialogues et pour moi, il y en a 50 fois plus En Liberté que là dans La Vénus électrique, et je trouve ça un peu dommage. Ce mercredi, c'est aussi la compétition qui a démarré et on a déjà une grande déception, c'est La vie d'une femme, le deuxième long métrage de Charline Bourgeois-Taquet qu'on avait repéré en 2021
2021 avec Les Amours d'Anaïs, qui avait honnêtement pas mal divisé la rédaction. Dans ce deuxième film, on suit Léa Drucker dans le rôle d'une chirurgienne qui est débordée par son travail, qui laisse peu de place à sa vie privée et qui va faire la rencontre d'une autrice qui est campée par Mélanie Thierry, qui va apporter beaucoup d'inattendus dans sa vie. Alors ce film, c'est globalement une déception pour l'équipe et c'est Diane Lestage et Margot Barallon qui en parlent le mieux. Eh bien, mon Dieu, quelle horreur, quel ennui. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film aussi paresseux, aussi théorique. J'ai rien à sauver en fait, à part Léa Drucker qui est moi et ma Rolls-Royce du cinéma français, que j'aime toujours voir parler, bouger. Enfin, il y a un truc vraiment chez cette femme que j'aime énormément. Mais je trouve que voilà, c'est aussi un jeu de casting finalement très paresseux puisqu'elle fonctionne d'elle-même. Je sais pas, c'est pauvre. Et déjà, Les Amours d'Anaïs, c'est son film précédent qui était à la Semaine de la Critique, était un film que j'avais détesté. Je suis assez choquée aussi de la manière dont elle traite le rapport lesbien du personnage. En fait, je supporte pas qu'on rende pictural le désir et les corps des femmes de cette manière-là. C'est quelque chose qui tombe toujours à plat. J'ai un peu de mal à comprendre comment ce film a atterri en compétition officielle. J'ai pas trouvé ça désagréable. En revanche, j'ai trouvé ça extrêmement classique, pour ne pas dire parfois paresseux dans l'écriture, où je pense que c'est assez surexpliqué, c'est-à-dire que tous les personnages expliquent vraiment ce qu'ils ressentent au moment où ils les ressentent. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a tout un arc narratif autour de la vieillesse, parce que le personnage principal a une mère atteinte de la maladie d'Alzheimer dont elle est obligée de s'occuper. Ça, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Après, c'est vrai que je suis pas extrêmement fan du chapitrage du film. Je trouve que c'est complètement artificiel et par ailleurs assez inutile, donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ce choix. Par ailleurs, dans la réalisation, c'est pas toujours extrêmement inventif. En fait, ce qui me gêne un petit peu avec ce film, c'est qu'à la fin, je suis pas sûre qu'il m'en reste beaucoup de choses, quand bien même je l'ai pas trouvé foncièrement désagréable. Et parce qu'on ne dit jamais 203, j'ai aussi demandé à Enora Abri si elle nous confirmait ce sentiment. Alors c'est un film qui a énormément déçu. Alors déjà, il faut savoir que son précédent, Les Amours d'Anaïs, a pas mal divisé la rédaction entre ceux qui adorent et ceux qui détestent. Mais là, je pense que ça a fait plutôt consensus pour dire qu'on a globalement détesté. Même si Léa Drucker sauve un peu les apparences en même temps, c'est une reine. Mais le fait est que le film loupe son sujet. Il est censé nous raconter une histoire d'amour, mais finalement l'histoire d'amour est peut-être le truc le moins intéressant qu'il y a dans le film. Léa Drucker et Mélanie Thierry n'ont absolument aucune... Il y a zéro côté magnétique, zéro osmose, du coup on n'y croit pas du tout. Finalement, la seule chose peut-être à sauver, c'est la représentation du système hospitalier. Donc c'est pas le sujet. Autant regarder l'intérêt d'Adam plutôt. Voilà, ça c'est mon conseil de la journée pour... bon festival à nous. Toujours côté compétition, on a aussi un coup de cœur, enfin pas tout à fait, mais plutôt une bonne surprise, avec Histoire parallèle du réalisateur iranien Asghar Farhadi. Un film avec un casting 100% français et 5 étoiles, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Ninet, mais aussi Adam Bessa qu'on avait découvert dans Les Fantômes il y a quelques années. Alors c'était un peu le casting de la flemme pour nous, on avait un a priori vraiment pas très positif sur le film, mais pour ma part il m'a franchement cueilli petit à petit. On vous en dévoilera assez peu sur l'histoire, mais le film suit une autrice qui est donc jouée par Isabelle Huppert, qui s'inspire en gros de ses voisins d'en face qu'elle espionne pour écrire son nouveau roman. Alors le film va suivre des ramifications en gros entre le réel et l'imaginaire, raconter comment la fiction se nourrit du réel et comment le réel s'inspire lui aussi de la fiction. Et surtout en fait il gravite beaucoup autour du personnage qui est joué par Virginie Efira, qui représente un vrai objet de fantasme pour tous les hommes qui l'entourent et qui subit beaucoup la manière dont les hommes projettent leur imaginaire sur elle. Sur ce point-là, moi j'ai trouvé que le film était assez intéressant et plutôt bien ficelé. Et puisqu'avec Enora on était à la même projection, je me suis permis de lui demander également son avis sur le film. Moi j'ai beaucoup aimé aussi le film, je l'ai trouvé très très rythmé parce qu'on avait quand même vraiment peur pour une séance de 2h20. Les acteurs sont pour le coup, même si c'est un très beau casting, pas forcément au top de leur performance, mais on va dire que ça fait le taf. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est effectivement le sous-texte sur la violence masculine qui est très très bien exploité. Les dialogues sont quand même plutôt bons, ce qui pouvait être étonnant pour justement quelqu'un qui passe à la réalisation en français. Il a déjà réalisé en français. Il a réalisé quoi en français? Le passé. Ah putain, c'est vrai. Mais le passé c'était chiant. Voilà, donc ne vous fiez pas au passé parce que le passé c'était chiant, mais non là c'est plutôt bien réalisé, c'est bien écrit et ça reste un beau film, mais je trouve quand même que pour l'instant la compète reste extrêmement faible.
Alors parce qu'il n'y a pas que la compétition, on embarque du côté des sélections parallèles, avec en premier la quinzaine des cinéastes, où était présenté le film Butterfly Jam. Et c'est Victoria Fabi qui a choisi de nous en parler. Je lui laisse la parole. Oui, donc c'est un film réalisé par Kantemir Balagov, qui est donc un réalisateur russe. Alors j'avais envie de parler de ce film parce que je trouve que c'est un film assez inégal, décousu à certains endroits, mais je trouve que dans les scènes qui fonctionnent, il y en a qui ont une puissance émotionnelle assez incroyable, qui m'ont beaucoup marqué. Dans ce film, on suit un ado, Pité, qui oscille entre ses cours de lutte et sa vie de famille au sein d'un restaurant en déperdition. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui est assez vaporeux. On a du mal à le situer géographiquement, par exemple, et je trouve que ça permet une certaine originalité et liberté dans l'écriture des personnages. Donc il y a plein de choses troubles qui viennent remettre en cause ce qu'on peut projeter en tant que public. Par exemple, je pense au choix d'un acteur pour le père qui paraît aussi jeune que le fils. Ce qui m'a le plus plu et touché dans le film, c'est le portrait du père. C'est un portrait masculin d'une sensibilité et d'une singularité rare, notamment par la présence incroyable de Barry Keoghan. Et en fait, je trouve que le film, parce qu'il est trouble, il est très original et il est aussi ponctué de traits hyper attendrissants et surprenants. Je pense au fait qu'on suit le père dans sa passion culinaire et ce qui est passionnant, c'est qu'il excelle dans ça, mais c'est pas pour autant une passion sur laquelle il veut capitaliser. Il y a quelque chose presque de l'ordre de la neuroatypie dans ce personnage et je trouve que ça en fait un personnage complexe qu'on a du mal à saisir, mais qui nous surprend toujours. Et toujours côté sélection parallèle, il y a 2 films à la semaine de la critique qui nous ont pas mal intrigués. Le premier, c'est In Waves, un film qui a fait l'ouverture de la semaine de la critique ce mercredi. Et c'est Noémie Atia qui nous en parle. Oui, alors moi j'ai eu la chance d'assister à la cérémonie d'ouverture de la semaine de la critique avec une séance de In Waves, du coup avec toute l'équipe du film qui était présente. C'était une séance super émouvante qui a été vraiment décuplée par la qualité de l'image et du son dans cette salle. Donc In Waves, c'est un film d'animation adapté de la BD de A.J. Dungo qui a le même titre et qui raconte son histoire personnelle qui se passe pendant son adolescence où il rencontre une fille dont il va tomber amoureux, qui va lui apprendre le surf et qui va finalement avoir un cancer et se battre contre la maladie. Donc c'est une histoire qui est très touchante du fait de son aspect personnel en fait, du fait de son aspect vraiment vécu par l'auteur. Le fait qu'il soit dans la salle a rendu ça vraiment encore plus émouvant, même si c'est un genre d'histoire qu'on a beaucoup vu au cinéma. Donc l'adolescente qui est pleine de vie, qui tombe malade, qui essaie de se battre contre la maladie. Je pense que le film, même s'il m'a vraiment happé, c'est Okelou et Rob qui ont composé sa bande-son. Donc c'est quand même aussi vraiment un moment vraiment agréable à regarder. L'animation est vraiment réussie. Moi, je trouve que ça pêche au niveau plutôt du scénario et des dialogues qui restent assez clichés. C'est un film qui est vraiment réussi. Il y a eu une grosse standing ovation à la fin de la séance. Maintenant, je serais curieuse de la réception du public de ce film. Le deuxième film de la semaine de la critique dont on voulait vous parler, c'est un film qui s'appelle Viva, de la réalisatrice catalane Aina Clotet. Personnellement, c'est le premier film que j'ai vu en fait en arrivant au festival et c'est aussi le premier film à m'avoir pas mal déconcertée. Le film suit le personnage de Nora, qui est une femme d'une quarantaine d'années, qui est en train de se remettre d'un cancer du sein qui potentiellement est en train de faire une rechute et qui va se retrouver dans une urgence de vivre et notamment de retrouver du désir avec un homme qui est plus jeune qu'elle. Alors dit comme ça, c'est un sujet qui n'est pas très original, mais ce que j'ai trouvé très particulier dans Viva, c'est déjà son contexte, parce que c'est un film qui se passe dans un futur très très proche où le réchauffement climatique s'est accentué, où on a des sécheresses en hiver très violentes et où on n'a plus d'accès à l'eau courante. Mais ce qui m'a surtout déconcertée dans le film, c'est son ton, puisque Viva est un film qui a un ton très imprévisible. Il s'ouvre sur une séquence de mammographie qui, pour moi, pourrait complètement figurer dans un film de body horror. Mais il va aussi énormément sur le registre de la comédie assez pop. D'ailleurs, le film contient une des scènes de vomi les plus surprenantes que j'ai pu voir récemment. Donc franchement, rien que pour ce sentiment d'être dérouté devant un film, je l'ai beaucoup apprécié. Je ne pouvais pas terminer ce premier bilan sans parler de la séance qui a marqué ce début de festival. C'est la projection d'un monument du cinéma. Je parle bien sûr du premier film Fast and Furious. Et j'ai retrouvé Alicia Arpaia qui a pu voir ce film pour la première fois de sa vie sur la Croisette. Elle nous en parle.
Alors déjà, petite précision, c'était pas hors compétition, mais bien dans la section Cannes classique. La section dédiée au cinéma de patrimoine, c'est quand même ça qui est très amusant de se dire que ça y est, Fast and Furious rentre dans l'histoire du cinéma. Et je peux vous dire que j'étais à la séance, je pense que c'est une des séances de minuit les plus iconiques qu'on ait vues à Cannes. La salle était vraiment à feu, grâce à Vin Diesel, qui a parlé, je crois, une quinzaine de minutes avant la séance. Ça commence à 1h du matin, c'était assez électrisant. Et donc oui, comme tu dis Mariana, je n'avais jamais vu Fast and Furious. Donc si vous aviez écouté le podcast sur Catherine Bigolo, vous connaissez mon amour pour Point Break. Et du coup, en fait, je trouve que Fast and Furious, c'est vraiment la version tuning de ce film-là. C'est presque un copier-coller dans ce que ça raconte. C'est-à-dire, donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas comme moi Fast and Furious, c'est l'histoire du coup dans le milieu du tuning d'un agent de la police infiltré joué par Paul Walker qui doit enquêter sur des braquages en voiture et qui va se lier d'amitié avec la famille de Dominique Dom Toretto joué par Vin Diesel. Donc que vous dire sur ce film, à part que voilà, on n'est pas quand même dans un exemple de féminisme, c'est plutôt ce genre de film un peu modèle des années 2000. On cite souvent Transformers sur les clichés du male gaze. Je pense que Fast and Furious 1 y répond aussi pas mal avec voilà ces plans assez caractéristiques. On filme les femmes de bas en haut dans des tenues très légères. Ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, j'avais cette image donc de Michelle Rodriguez, qui est quand même l'autre grande star de la saga avec Vin Diesel et Paul Walker, qui avait pour moi une image de femme forte. Vraiment, c'est quelque chose que j'imaginais. Peut-être que c'est plus le cas dans les autres films que je n'ai pas vu, j'ai vu que le 7, mais dans le premier en tout cas, c'est vrai qu'elle est forte dans le sens où elle donne des coups de boule aux mecs et qu'elle les bat à la course automobile, mais à part ça reste quand même une femme objet, et je trouve qu'elle incarne un fantasme un peu de cette femme qui a des attributs assez masculins. Elle est entre guillemets virile, tout en restant voilà féminine. Elle a quand même des formes, elle répond, elle tient tête aux hommes. Mais elle reste un peu l'objet de Dominique Toretto, et c'est pour ça, je pense à une scène où vraiment il l'emmène avec elle à l'étage, et il y a plein de scènes comme ça où vraiment il la prend vraiment par les épaules. Enfin, c'est très patriarcal, c'est très étrange, et elle reste quand même un peu une femme objet, trophée certes viril de Dominique Toretto. Donc j'étais un peu déçue quand même de voir que dans ce premier opus en tout cas, les femmes étaient moins fortes que je l'imaginais, en tout cas le personnage de Michelle Rodriguez. En même temps, c'est vraiment une surprise, je ne sais pas. En fait, ce qui rend ce film aussi culte, en tout cas de notre point de vue, c'est pas tant pour ses personnages féminins, c'est surtout pour son homoérotisme évident, notamment entre ses deux personnages principaux. Ouais, c'est pour ça que je comparais beaucoup le film à Point Break, parce qu'on a aussi ça qui est très présent entre Patrick Swayze et Keanu Reeves. Là, c'est pareil entre Vin Diesel et Paul Walker. Il y a quelque chose, Vin Diesel disait hier, c'est la fraternité, l'amour entre deux mecs, entre deux bros. Mais c'est vrai que c'est assez amusant le sous-texte qu'on peut y voir, notamment à la fin. Il y a une scène qui, je pense quand même assez culte, où tous les deux vont aller à fond dans leur voiture respective et vont un peu, dans une forme d'orgasme métaphorique, arriver ensemble à la jouissance, c'est-à-dire passer sur un passage à niveau. Voilà, c'est une belle métaphore. Et j'avoue que j'attendais vraiment cette scène. Tout le long du film, je me disais, bon, c'est mignon tout ça, mais c'est vraiment que ça passe à l'acte. Donc j'étais ravie de voir que c'était dès le premier opus, qu'il n'a pas fallu attendre un deuxième ou un troisième film. Donc non, c'est vrai que c'est vraiment un film intéressant, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi pas mal des fois, c'est de voir comment on a pu représenter dans les années 90, les années 2000, cette survirilité des hommes qui a infusé énormément dans la pop culture. Je pense que Fast and Furious, évidemment, c'est quelque chose qui, 25 ans plus tard, parce que ça fait 25 ans que le film est sorti, a toujours beaucoup de descendants, est toujours très cité, et c'est un modèle de la masculinité, des gros muscles, mais avec un cœur un peu mou quand même caché derrière tout ça. Donc c'est un film qui est intéressant, je trouve, à revoir pour comprendre ces modèles virils du cinéma d'action contemporain des années 2000 et 2010, parce que ça n'a pas créé un canon, c'est plutôt Point Break qui a créé ça pour moi, mais c'est dans une continuité et ça pousse un peu à son paroxysme ces thématiques-là. Donc allez-y rapidement et furieusement. Cet épisode est déjà fini, mais pas d'inquiétude, on revient dans quelques jours pour vous refaire un tour de nos découvertes cinématographiques et de nos avis sur la compétition. D'ici là, vous pouvez regarder notre tableau des étoiles de la compétition qu'on met à jour très régulièrement sur notre site internet. Vous pouvez aussi lire nos articles et suivre toutes nos actus sur les réseaux sociaux pour ne rien louper des temps forts du festival. Vous pouvez aussi tout à fait nous mettre 5 étoiles ou un petit avis si cet épisode vous a plu. On adore toujours autant lire vos retours. À bientôt!